Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ready to Talk où nous accueillons des personnes inspirantes issues du monde de la tech qui viennent nous raconter leur parcours et nous délivrer quelques conseils. Salut Jessica, merci beaucoup. Bienvenue sur le podcast Ready to Talk. Avant de commencer notre échange, je te laisse rapidement te présenter justement pour que nos auditeurs en sachent un petit peu plus sur toi. Alors bonjour, merci de me donner la parole. Je m'appelle Jessica Matois-David, j'ai 37 ans, j'ai 2 enfants et pour l'instant, j'ai encore un mari. Génial, on est ravis de le savoir. Écoute, quand j'ai préparé cet échange, je me suis aperçue que dès le début de ta carrière, tu étais entrée, dans de grandes entreprises, en commençant par exemple par Microsoft, puis LVMH par exemple. Est-ce que c'était une volonté de ta part justement que de rentrer comme ça dans des entreprises qui sont assez, imposantes ou, tout simplement, je sais pas, ce sont des opportunités qui se sont présentées à toi? Comment ça s'est fait finalement? Alors comme tout ce qui m'arrive dans la vie, ça a été plutôt, le fait du hasard et de rencontres. Pour commencer, par le tout début, moi j'ai fait des études de droit. Au départ, je voulais être avocat pénaliste et je voulais vraiment être avocat pénaliste très, très fort puisque dès l'âge de 15 ans, je passais, tous mes mercredis après-midi, sur les bancs du tribunal correctionnel, en me projetant, de manière très précise et puis, donc j'ai fait, mes études de droit, j'ai passé le barreau que j'ai raté 3 fois, comme quoi, voilà, les échecs, peuvent mener, à des choses, assez intéressantes par la suite et donc moi j'ai fait, 2 master 2, donc plutôt, droit de la communication, propriété intellectuelle et droit du multimédia et de l'informatique et donc j'ai fait ce stage chez Microsoft, et j'y suis restée, quelque temps ensuite vraiment, on va dire, c'était au gré des opportunités qui se sont présentées. Donc, chez Microsoft, j'ai intégré le département, anti-piratage, donc j'ai trouvé ces sujets très, très intéressants. Donc on luttait, contre tout ce qui était, trafic, de logiciels, et autres et donc là, j'ai découvert, ces métiers, qui rentrent un peu dans ce qu'on appelle l'intelligence économique, qui ont vocation à protéger les assets, d'une entreprise et qui sont donc à la croisée, du droit, puisque l'idée, c'est de judiciariser un certain nombre d'investigations et d'autres étapes qui sont beaucoup plus opérationnelles. Donc moi, j'ai vraiment aimé ce côté, à la fois juridique et très opérationnel, enquête, et compagnie. Donc voilà, j'ai commencé comme ça et puis ensuite, par hasard, au gré encore d'une rencontre, bah, j'ai fini par rejoindre le groupe LVMH où je suis restée, assez longtemps, à peu près 7 ans. Donc là j'ai travaillé au sein d'un département qui s'appelle la protection des marchés, où on s'occupait, comme le nom de ce département l'indique, très clairement, de tout ce qui est, protection, des assets, vraiment de la boîte et en tout cas des différentes maisons qui composent le groupe LVMH. Donc c'était une expérience extrêmement enrichissante. Je pense que je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui si j'étais pas passée par cette merveilleuse école qu'est ce groupe, qui est à la fois, très difficile, hein, comme, chacun peut l'imaginer. Enfin, c'est tout à fait ça, voire pire. Mais honnêtement, ça a été une formidable expérience. Puis après, au bout d'un certain nombre d'années, bon voilà, on se pose la question de la suite. J'ai été, recrutée par, le Pernod Ricard. Là, j'y suis pas restée très longtemps. Moi, je suis un esprit libre et je pense que je suis assez difficile à manager et plus, j'ai avancé dans mon parcours, plus j'ai développé je pense être quelqu'un de très, très créative et je pense que c'est pas toujours facile à gérer, dans un cadre les grands groupes sont formidables mais le cadre est quand même assez serré et c'est vrai que à un moment donné, je me suis dit que ça me correspondait pas forcément et que j'allais tenter, l'aventure entrepreneuriale. Donc à 32 ans, décidé de monter ma boîte de conseil en me disant, très humblement que si ça ne fonctionnait pas, je renverrais des CV et puis bon ça devrait le faire. Mais j'ai voulu tenter, parce que souvent moi dans tout ce que je fais, je me dis: «Bon allez, au pire quoi?» Bon j'avais déjà, j'étais enceinte de mon fils en plus, quand j'ai tenté donc comme quoi, c'est assez faisable. Alors pour vraiment, faire la petite parenthèse,
femme, et tout est possible. J'ai été recrutée par Pernod Ricard enceinte, j'ai quitté Pernod Ricard toujours enceinte, ça n'aura pas duré très longtemps et j'ai monté ma boîte enceinte. Donc on peut faire quand même beaucoup de choses. La maternité, peut être un sujet et je pense qu'elle reste, l'inégalité, majeure entre les hommes et les femmes, sur le plan du travail, mais c'est quand même possible. Donc j'ai monté ma boîte, ça s'est plutôt bien passé, je l'ai toujours et et quoi d'autre? Voilà donc C'est déjà très bien, c'est déjà très bien, ouais. tu nous as bien expliqué tout ça. Je voudrais aussi qu'on revienne un petit peu plus en arrière, du coup, quand tu étais, chez Microsoft et LVMH, donc du coup, tu étais conseiller en intelligence économique, c'est bien ça? Alors moi, je faisais à l'époque l'intelligence économique, c'est ce que je fais, dans le cadre de ma société de conseil aujourd'hui. À D'accord, l'époque, c'était vraiment, alors pour Microsoft, vraiment de l'anti-piratage, donc tout ce qui était lutte mouais, anti-contrefaçon de logiciels, avec d'accord, un volet un peu affaires publiques parce qu'on travaillait, de main dans la main avec cette équipe et que j'étais dans un département qui s'appelait Legal and Corporate Affairs. Donc on avait vraiment un spectre, enfin on travaillait, de manière assez collective et c'était une formidable expérience, hein, Microsoft. Moi, j'ai adoré. C'est vrai que l'entreprise américaine, est assez différente et avant-gardiste sur un certain nombre de sujets, parce que déjà à l'époque, c'était en 2010-2011, 2012 jusqu'à 2012, la flexibilité au travail, mmh, on mettait, je trouve, l'accent sur des choses, en tout cas le bien-être au travail que j'ai pas forcément retrouvé après dans l'entreprise française. Mais bon, après, c'est aussi une question de soi et de la manière dont on a envie de travailler. Moi, je crois foncièrement que quand on pose les bonnes bases, et qu'on a des résultats, on va pas beaucoup vous embêter, sur, votre organisation. mmh. Voilà, donc C'est venu Microsoft, beaucoup plus c'était tard pour le coup, j'ai l'impression en France aussi. Il a fallu un peu, la période covid, je pense, oui, pour, je pense que le Covid a accentuer, ouais, complètement. révolutionné la flexibilité au travail que moi j'avais vraiment déjà il y a 10 ans, 12 ans, chez Microsoft, quoi. Donc alors pour cette raison-là, j'étais ravie d'être là-bas et parce que le travail était très intéressant et après donc LVMH, c'était la protection des marchés. Donc là, c'est tout ce qui est, je vais peut-être pas vous embêter avec le détail, mais voilà, tout ce qui est, lutte contre, le marché gris, donc toutes les ventes en dehors des réseaux de distribution, contrefaçon, négociation avec, les différents acteurs, sur ces sujets de protection, des assets, beaucoup de propriété intellectuelle qui est vraiment la base, au départ de notre travail puisqu'on se fonde toujours sur des droits, pour, pouvoir les enforcer. Voilà, donc c'était dans le même, sur le même thème mais des jobs quand même assez différents et après, dans le cadre de ma boîte de conseil, je fais toujours un peu de ça, mais je fais aussi beaucoup d'autres choses. C'est vraiment au gré des clients, et de leurs besoins et c'est assez customisé comme D'accord, prestation, mais on reste vraiment sur de la stratégie, de protection des assets. Voilà. d'accord, et comment est-ce que tu accompagnes justement tes clients sur ça? Quels sont, les sujets, on va dire, principaux que tu abordes? Alors ça dépend. On a aujourd'hui sur la tout ce qui est commercialisation, que ce soit hors réseau ou de produits contrefaits ou de produits qui vont porter atteinte à la santé, des consommateurs ou tout aujourd'hui le vecteur principal de distribution de ces produits, c'est, le net. Donc moi j'ai vraiment vécu cette transition parce que quand j'ai commencé, on était quand même encore beaucoup sur, des enquêtes terrain, démanteler des réseaux, avec, des usines, en target principal. Là, aujourd'hui, on est plutôt sur un commerce, illicite, de manière large qui est très morcelé parce qu'internet permet de distribuer, au compte-gouttes. Donc la chasse est un peu plus difficile parce Mmh, que, en plus, un site ou une plateforme peut être dans un pays, hébergé dans un pays avec, des vendeurs qui sont dans un autre, une distribution, qui, arrose une bonne partie du globe et donc tout ça, c'est assez marrant à traquer. Sur cette partie-là, moi, mon métier, c'est vraiment de penser la stratégie et de la mettre en œuvre pour démanteler, le plus grand nombre de réseaux et voilà, on va pas chercher, les consommateurs de contrefaçon à Marrakech, c'est pas du tout le job. En revanche, on essaye de remonter, autant que faire se peut à la source et protéger vraiment les entreprises. Parce que alors les grands groupes, c'est un sujet, les plus petites boîtes, moi je travaille pour des plus petites boîtes aussi, il en va vraiment de la survie de l'entreprise, hein, parce que quand, la marque est morte, ben, en fait, un des assets principal de la boîte, fait défaut et donc le business est vraiment en péril. Donc c'est un travail vraiment différent selon, qu'il s'agisse d'un gros acteur, grand groupe ou d'un plus petit acteur qui lui est vraiment, non pas,
heu, drivé par, son reporting au top management, mais par la survie de sa boîte, quoi. Et j'ai l'impression aussi en t'écoutant parler que au début, c'était peut-être pas forcément, un objectif ni, un choix principal, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, on voit que tu t'es aussi beaucoup dirigée dans ce secteur un peu, bah, Oui. digital et numérique parce que, Mmh. bah, tu y as été malheureusement ou heureusement, je sais pas, obligée aussi. Mais ça a été hyper intéressant de devoir s'adapter, aux nouvelles Ouais, c'est pratiques, ça. en fait, des gens que je traquais et juridiquement, d'un point de vue purement juridique, c'était, assez grisant parce que, bah, parce qu'on a été, à l'origine, notamment, à l'occasion de mon grand passage chez LVMH, de nouvelles procédures, de nouvelles choses parce que, tout était à construire et c'est ça, enfin, c'est aussi la beauté du droit, c'est que quand ça n'existe pas, quand la décision on l'a pas ou on sait pas trop comment faire, mais il y a une grosse partie, il y a une grosse place pour la créativité et j'ai la chance de travailler depuis des années avec, notamment des cabinets d'avocats, qui sont eux aussi très créatifs avec lesquels on a pu faire des choses, hyper intéressantes donc moi j'aime bien enfin, de manière générale dans tout ce que je fais dans la vie, la difficulté me galvanise et je trouve que plus c'est difficile, plus c'est sympa parce que ça nous force, justement à penser en dehors de la boîte. Alors ça, c'est un cliché monumental, mais c'est vrai et puis bon, moi j'aime bien me lever le matin en me disant que je sais pas trop comment on va faire et puis après quand on y arrive, on est très content donc là, moi j'ai vécu ouais, c'était pas non plus la révolution internet, hein, mais c'est vrai qu'on a vu vraiment se déplacer, le commerce illicite, sur toute cette partie-là et donc on a pu travailler, enfin mettre en place, en œuvre des investigations numériques qui étaient pas, un sport de masse, au début de ma carrière. Travailler avec des nouveaux acteurs sur ces sujets, vraiment adresser cette question, moi j'ai toujours travaillé, de manière internationale, mais là, il y avait vraiment, vraiment, des enjeux, stratégiques, de construction d'enquêtes et autres au niveau international, ce qui fait intervenir des acteurs de pays différents, des law enforcement, donc des autorités aussi. Juridiquement, bah, on n'est pas sur les mêmes, on n'est pas harmonisé, hein, mondialement, sur ces sujets-là, donc même s'il y a au niveau européen notamment, des choses communes, il faut aussi, faire un peu de ce qu'on appelle du forum shopping de temps en temps et savoir où est-ce que le droit m'est favorable pour tel dossier, dans tel pays ou pas. Donc franchement intellectuellement, grisant et c'est vraiment même si aujourd'hui je développe beaucoup d'autres choses, c'est un métier que j'adore et a posteriori, je me dis: «Mais heureusement que je ne suis pas avocat» parce que je m'amuse beaucoup plus, je pense que, bon, je pense que beaucoup d'avocats s'amusent, hein, mais moi, je pense que j'étais plus faite pour être, de ce côté plus opérationnel que pour rédiger les conclusions, jusqu'à 4 heures du mat', quoi. Et au final, tu le disais bien, ce sont tes échecs finalement qui t'ont mené à faire ce que tu fais aujourd'hui et entre guillemets «à devenir aussi la personne que tu es aujourd'hui». Donc, je pense que c'est aussi bien de le rappeler que, Ah oui. bah, au départ, on pense pas faire ce qu'on fait à l'heure actuelle et quand on se refait le parcours, on se dit: «Mais au finalement, heureusement quoi». Ah C'est ben un peu ça. heureusement, Mmh, heureusement, mmh mh. alors que, c'était le drame de ma vie, quoi. C'était vraiment à l'instant T, enfin, je pense que personne n'a vraiment compris comment j'ai pu, foirer ce truc 3 fois, alors que j'étais plutôt, alors j'étais pas non plus l'élève la plus assidue à la fac, on va pas se mentir, mais bon, j'ai toujours été plutôt, bonne élève, j'étais passionnée, je suis plutôt très déterminée, et puis voilà, je crois que rien n'arrive par hasard et Ouais, c'est ça, quand ce genre de choses se produit, moi enfin et comme toute difficulté ou échec, je crois qu'il faut essayer de lui donner du sens bien sûr. et à chaque fois que quelque chose se passe pas comme prévu, je me dis: «Bah, il va falloir faire encore mieux» Mmh. parce qu'on va pas rester sur ce sentiment de fail, c'est rare. Je crois qu'il y a pas de fail, complet quoi, enfin et plat et sans capacité à en faire quelque chose. Enfin, il faut en revanche, il faut être ouais, il faut être capable de se dire que et très rapidement, de se remettre en mouvement. Je crois que c'est vraiment ça, c'est de se dire que bon voilà, bon bah ça c'est une porte qu'on ferme, hein, ça a été franchement très dur pour moi, dans les quelques semaines qui ont suivi. Après je suis assez résiliente donc je me suis dit: «Bon, on va faire mieux». Mais mais ça a été très dur, mais aujourd'hui, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Oui, c'est de trouver un peu une raison à chaque chose qui nous arrive et je pense qu'en fait, c'est un peu, un état d'esprit et une mentalité à avoir, Mmh. finalement que pas dans la vie personnelle. Je pense que c'est professionnel justement, mais Ouais. que c'est, lié aux 2 mondes entre guillemets, entre le côté pro, entre le côté perso, de se dire: «OK, chaque chose n'arrive pas par hasard», comme tu le disais, donc c'est trouver, comme tu le disais aussi, un sens à ces échecs et finalement tu l'expliques très bien et je pense qu'on le voit très bien dans ton parcours que, bah, c'était finalement une bonne chose
Et j'aimerais aussi aborder un côté de ton parcours qui, je pense, prend aussi une place assez importante dans ta vie. J'aimerais parler de ton engagement pour, l'entrepreneuriat féminin. Donc tu es en effet présidente de l'association Nemolab, donc qui a pour ambition de fédérer et d'améliorer les ressources à disposition des femmes qui souhaitent donc entreprendre. Tu as d'ailleurs, co-organisé un événement il y a pas si longtemps, il me semble, pour, la journée justement, des femmes le 8 mars avec des guests assez incroyables pour le coup. J'ai vu l'événement, ça avait l'air très, très sympa. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer en fait cet investissement et cette implication que tu as autour de ce sujet? Il me semble que c'est quand même très important pour toi. Ah oui, 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 c'est, alors pareil, je suis tombée dedans, totalement par hasard pour refaire rapidement le l'historique parce que j'étais pas enfin, j'étais pas du tout, il y a quand j'ai commencé ma carrière, j'étais pas du tout, là-dedans et en fait, un jour, j'ai rencontré, une femme assez incroyable qui malheureusement nous a quittés il y a 2 ans, qui avait, monté un réseau féminin qui s'appelle Féminin Pluriel, qui a été vraiment un déclencheur pour moi sur ces engagements. Et Béatrice, voilà, ça a été enfin vraiment, je pense que si je l'avais pas rencontrée, encore une fois, je ferais pas tout ça. Donc Féminin Pluriel, avait pour, alors c'est un réseau qui a été créé en 92, assez vieux, enfin vieux, assez, ancien et qui est aujourd'hui dans plusieurs pays. Moi donc j'ai rejoint le réseau, parce que j'ai rencontré Béatrice, le bureau Paris enfin après j'ai rejoint le bureau à Paris et j'ai été secrétaire générale de ce réseau pendant à peu près, 7 ans. On organisait des dîners-débats, on réunissait des femmes, d'horizons professionnels différents et on faisait venir un invité tous les mois sur un sujet qui nous intéressait. Donc ça a été super, j'ai rencontré, des personnes incroyables, qui sont aujourd'hui, mes amies parmi mes amies les plus proches et puis au bout d'un moment, j'ai trouvé, que, c'était bien tout ça, mais qu'on s'engageait pas, assez. Je trouvais ça un peu dommage, de pas, en fait, de se réunir, alors, c'est pas très bien ce que je vais dire, mais bon, dans un entre-soi, le plus strict parce que voilà, c'était, moi je crois vraiment à la mixité sociale et au bout d'un moment, c'est vrai que, bon, me retrouver avec mes pairs, entre guillemets, surprivilégiées parisiennes, et surtout ne rien en faire en me disant: «Bon, on a quand même un échantillon de femmes formidables, hein, attention, hein, je remets pas du tout, vraiment, vraiment incroyable». On se positionne pas sur certains sujets, on n'est pas donc à un moment, j'ai essayé d'insuffler ça, ça a fait un énorme flop et du coup, je me suis dit à l'époque, un vent entrepreneurial m'habitait puisque c'est au moment où je monte ma boîte, je me suis dit: «Bah, écoute, je vais faire mon truc à moi» et moi, j'aime bien le fond, sans essayer de me faire passer pour une grosse intello, mais j'aime bien aller au fond des choses et je suis vite lassée, par, les trucs très superficiels où, on est en boucle sur la même chose. Donc je trouvais ça dommage, donc je me suis dit: «Bah, écoute, enfin je vais pas changer le truc, c'était pas l'ADN et puis, c'était pas fait pour ça, ça continue à fonctionner très bien et franchement c'est un super truc parce que, bah, voilà, ça peut générer quand même certaines vocations et donc voilà, j'ai décidé, de lancer ma propre asso et au départ, je ne savais pas trop quoi le covid est arrivé, donc j'ai pu penser assez longtemps et je me suis dit: «Bon, je vais faire un think tank, où, on va vraiment, réfléchir, mener des études». Moi, j'ai une petite passion pour la socio, je trouve que voilà, on comprend beaucoup de choses, comme ça et puis enfin voilà, ça permet de sonder, certains sujets de manière assez profonde et puis de manière, aussi scientifique, hein, parce que les ressentis, la com et tout ça, moi enfin, ça a une fonction, hein. Je pense qu'indéniablement, ça a une fonction, hein. Mettre certains sujets comme l'entrepreneuriat sur la table en hurlant haut et fort, que les femmes s'autocensurent toute la journée, bah, ça je pense que ça a été utile, mais je pense que ça n'est plus suffisant. Je crois qu'il y a sur la question, plus générale, hein, de l'émancipation économique des femmes, qui, moi me tient, particulièrement à cœur. Je crois qu'on est sur un sujet qui est multifactoriel et qui est pas uniquement, les hommes nous entravent, et en fait, on a du mal et enfin, je crois qu'il y a une manière assez mathématique de voir les choses et on va je vais pas m'étendre parce que c'est vraiment tout l'objet de notre réflexion depuis 2 ans et ça peut prendre du temps, mais, je pense qu'il y a encore des choses à faire. C'est un écosystème qui a l'air, de prime abord assez saturé. Moi notre constat, hein, en ayant bossé dessus, là depuis un certain temps maintenant, c'est que,
il y a des initiatives, dans tous les sens, qui sont, pour la plupart, vraiment très bonnes et très intéressantes mais l'écosystème est pas vraiment rationalisé. Moi, par ailleurs, on en parlera sûrement après, mais je lance un startup studio, donc un fonds d'investissement. Je vois passer beaucoup d'entrepreneurs pour parler purement d'entrepreneurs métiers, parce que nous, l'entrepreneuriat, on l'entend aussi, plus au sens large. Intrapreneuriat, capacité à se projeter en tant que dirigeante, vraiment le sens large. Mais en tant que métier, je reçois encore toute la journée des mails ou des appels, de gens qui, savent pas où aller, par qui se faire accompagner. Donc on se dit qu'il y a quand même un truc qui aujourd'hui, n'est pas optimisé. Et encore une fois, des initiatives formidables, il y en a une tonne et c'est dommage, justement qu'elles soient pas, en fait, il y en a tellement qu'on ne sait pas où aller. Et donc nous, on s'est dit que parce que j'ai une formidable équipe qui m'accompagne aussi. On s'est dit qu'on allait lancer une asso, qui allait au départ, en tout cas prendrait une position qui est plus, B2B2C parce que, l'idée, pour nous, c'est de travailler sur la ressource, donc la ressource personnelle, la ressource matérielle qui va te permettre d'entreprendre, donc qui va te permettre ce woman empowerment qu'on a un peu de mal à traduire en français. Et donc cette ressource quelque part, elle est mise à disposition par ces acteurs de l'écosystème qui sont les réseaux, les incubateurs, tout type d'accompagnement. Mais aujourd'hui, en fait, l'écosystème est pas suffisamment lisible, je pense, et voilà, nous, on s'est dit qu'on allait peut-être travailler à ça, à une meilleure lisibilité de l'écosystème et surtout à faire, avancer, en tout cas progresser la ressource en étudiant, en se fondant justement sur des études et en identifiant scientifiquement, selon des méthodes scientifiques, les trous dans la raquette, et donc en mettant à plat vraiment, tous ces facteurs, divers qui font qu'on y arrive ou on n'y arrive pas. Parce que oui, les femmes s'autocensurent, mais ça vient au bout de la chaîne. En fait, au départ, votre réalité, va faire que, enfin, elle est forgée par, là d'où vous venez, qui étaient vos parents, comment vous avez pu vous projeter, où vous habitiez. Il y a énormément, même sur les sujets de financement, hein, voilà, que vous soyez, avec la meilleure volonté, hem, à Paris ou dans les territoires comme on les appelle, heu, bah, ça va pas se passer de la même manière. Si en plus vous avez 2 gosses et un mari qui pour le coup n'est pas hyper supportif et grandit dans une famille où il y a pas un entrepreneur, bah, bon courage quoi. Donc tout ça, je pense qu'il est un peu temps, de rentrer dans la granularité du sujet et d'arrêter de tirer des grandes lignes, qui je trouve, font qu'aujourd'hui on est quand même en boucle sur les mêmes trucs. Les femmes s'autocensurent, les femmes ne lèvent pas de fonds. Sur les levées de fonds, il faut aussi reprendre les choses, un peu au départ, hein. Enfin, moi de ce que je vois passer, comme entrepreneur, bah, déjà, enfin, tout le monde n'a pas vocation à lever des fonds, hein. Il faut quand même assez démystifier ce truc où, en fait, je mesure, l'envergure de mon projet à la taille de ma levée. Enfin, je veux dire, les gens ont quand même tendance à oublier que, il y a d'autres moyens de se financer, que parfois c'est pas utile, il n'est pas utile de se diluer parce que oui, une levée de fonds va avec de la dilution, donc la boîte vous appartient de moins en moins et donc ça, moi, je parmi les gens que je vois passer, c'est vraiment pas clair du tout. C'est plus clair chez ceux qui sont passés par la majeure entrepreneuriale d'HEC, hein, évidemment et je le dis en connaissance de cause, puisqu'on a mené une première étude sur les freins à l'entrepreneuriat féminin où, voilà, c'est vrai que il y a 2 salles, 2 ambiances, hein, voire, 1000 salles, 1000 ambiances. Mais, on peut pas je pense que tirer des généralités, c'est dangereux. Moi, quand j'ai des femmes qui viennent me voir, dans le cadre d'événements qu'on peut organiser, qui me disent: «Moi, je suis allée pitcher des fonds, vous vous rendez compte, on m'a demandé si j'avais un associé, j'ai pas réussi à lever». Mais en fait, moi, je veux bien croire, évidemment, c'est un milieu, où il règne une endogamie, de dingue, et qui n'est pas uniquement une endogamie, masculine, hein, qui est aussi enfin, c'est particulier comme milieu. Je suis pas persuadée, que des femmes fassent plus de cadeaux à des femmes, hein. Ça aussi, ces grandes lignes, je refuse de les tirer. En fait, tant que vous n'avez pas vu un business plan, le business plan de la dame, et voilà, on peut pas tout mettre sur le compte, de la de du fait qu'elles soient des femmes, quoi. Enfin, c'est plus compliqué que ça et je pense qu'on ne rend pas service on rend service à personne, en fait, en étant dans cette posture que je trouve aujourd'hui assez victimaire, qui consiste à faire de la femme, tout le temps un acteur économique en galère, quoi. Donc moi, je rencontre tous les jours des femmes formidables, qui ont des projets, parfois formidables, parfois pas. Enfin voilà, et je pense qu'aujourd'hui, on manque peut-être parfois aussi un peu de courage pour dire à certaines personnes: «Bah, retourne peut-être, dans une boîte parce que là, ton projet, bah, il tient pas la route». Enfin, moi, pareil, encore une fois, hein, c'est vraiment du vécu et avant d'avoir ce vécu, c'est vrai que je me posais beaucoup plus de questions, mais aujourd'hui, le nombre de projets qu'on voit passer où, il y a pas de marché, il y a pas de enfin, c'est
il manque un certain nombre d'éléments qui, à mon sens, ne sont pas très, très compliqués à essayer de cocher avant d'avoir, certaines discussions avec certains acteurs, bah, on n'y est pas. Donc en fait, au bout d'un moment, moi je pense qu'il faut travailler cette ligne de départ, et cette accessibilité à l'information en tout cas et à l'accompagnement et à tout ce qui va faire la ressource, pour pouvoir ensuite, analyser, les choses de manière, objectivée. Parce que là, on est dans un truc où en fait, c'est très passionné et oui, c'est complètement inégal et c'est complètement enfin, il y a des sujets qui sont alors moi, qui me mettent en rogne, hein, l'égalité salariale, par exemple, je comprends pas qu'on n'y soit pas encore. Enfin, je veux dire, on est quand même sur, quelque chose de très simple, hein, profil égal, salaire égal, éventuellement, bah, grosse sanction pour un toujours pas. Donc on crée des indices, machin, tout ça est formidable, mais ça, je pense qu'il faudrait quand même, passer la seconde et sur le reste, en tout cas sur l'entrepreneuriat, sur tout ce qui est même financement, capacité à se lancer, pour fa ah oui, c'est quasi du cas par cas. Alors effectivement, sur les grands nombres, quand on voit que les femmes ont un peu plus de mal, enfin en tout cas ressortent pas dans les chiffres comme, ayant, performé, d'une manière ou d'une autre, bah, il faut se poser les questions, vraiment du pourquoi et pas uniquement, «Ah bah oui, c'est parce qu'en face il y avait des hommes», ou parce que, il faut se demander, pour chacune, où sont ses propres, écueils personnels, où sont les choses à travailler et c'est pas les mêmes, d'une personne à une autre. Alors on peut créer des groupes, mais c'est pas, selon le business qu'on veut lancer, selon la personnalité de la personne, selon où elle vit, selon, d'où elle vient, la démarche, et donc oui, c'est un travail qui est fastidieux, et qui ne peut pas, être fait uniquement à coup de com', qui aujourd'hui, je trouve encore une fois, est vraiment a été utile parce que les sujets sont sur la table. Encore une fois, les initiatives sont incroyables. Maintenant, je pense qu'il faut passer un cap, et alors je dis pas qu'on est les super héros qui allons, arriver et essayer de faire passer ce cap. En tout cas, on va s'éreinter à travailler pour avoir, quelques résultats, qu'on va évaluer, puisque l'idée, c'est aussi de mettre en place, une mesure d'évaluation d'impact, pour faire des petits pas. Parce que mais des petits pas, des vrais, pas des grandes annonces et des choses qui sont jamais suivies, quoi. Nous, on est vraiment dans cette démarche. L'idée, c'est de travailler avec un maximum d'acteurs de l'écosystème, de créer, d'insuffler, voilà, une démarche, collaborative et puis voilà, d'essayer d'apporter notre brique à l'édifice, sans, avec beaucoup d'humilité, hein, parce qu'évidemment, en plus certaines, parce que c'est beaucoup quand même des femmes qui sont à l'initiative de ces initiatives, de ces dispositifs d'accompagnement et autres, pour en tout cas, l'entrepreneuriat féminin. Certaines ont essuyé les plâtres, hein. C'est pour ça que nous on va pas réinventer l'eau chaude, dire que c'est pas assez, c'est mal. Non, c'est bien, mais comment, c'est même très bien et il y a des trucs très utiles. Moi, je renvoie, régulièrement, vers un certain nombre de personnes, mais mais comment on peut passer l'échelle maintenant? Bien sûr et on en parlait dans un autre podcast avec Juliette Mondrin justement en se disant que oui et comme tu le dis si bien en fait, oui, le résultat est ça, mais en fait dès lors, de du choix des études et cetera, il y a déjà Des biais. exactement une inégalité et des biais qui font que on arrive justement à ces résultats-là donc en fait, on voit très bien que ce sujet, te passionne et que tu as Oui, envie ça fait 1 heure que je d'accompagner ce parle. il y a aucun problème, c'est hyper passionnant et je pense que c'est important justement de reparler de tout ça et tu le disais aussi très bien que l'idée c'est pas, de «victimiser» entre guillemets, la place des femmes dans tout ça, mais justement au contraire, accompagner et faire que ça se passe mieux, d'avoir plus d'aide. Comme tu disais, il y en a déjà énormément et en fait je pense que c'est plus un message d'espoir aussi qu'il faut Mmh. passer. Il y a déjà de grandes évolutions, de grandes avancées qui se sont faites et l'idée, c'est de continuer à le faire tout simplement et justement, tu parlais aussi d'un fonds d'investissement que tu es en train de réaliser. Est-ce que tu veux nous dire justement un petit peu sur ça? Je pense que ça peut être aussi, important et très intéressant pour ceux qui nous écoutent. Alors oui, en parallèle avec mes associés, on lance un startup studio. Donc un startup studio, c'est en gros un mix entre un incubateur, accélérateur et un fonds d'investissement. En gros, on met à la fois du capital humain et du capital financier sur des projets, qui arrivent, à un stade, anté-création, donc très, très tôt, au stade voire de l'idéation où, on peut partir d'une technologie qu'on va racheter et construire, dessus. Voilà, en quelques mots, nous, on est, spécialisés, sur ce projet, deep tech et on travaille particulièrement, sur les branches spatiales et santé et voilà, on est en plein dedans là,
et avec un angle évidemment, féminin puisque, l'idée c'est, vraiment de valoriser, et de développer un maximum de projets avec des équipes à parité, des équipes fondatrices, mixtes et parce que dans ces secteurs-là, bah, il y a quand même des femmes, exceptionnelles, enfin, il y a le quand même étant trop, il y a des femmes exceptionnelles qui parfois oui, ben, à qui il manque quelques éléments pour passer l'échelle et en fait le modèle studio permet aussi ça puisque, des personnes, plutôt scientifiques dans notre cas, qui auraient envie, voilà de muer, leur développement, scientifique technologique, en business, ont parfois pas, bah, les compétences, sur la partie business et donc là, ce modèle leur permet de développer un certain nombre de choses, sereinement puisqu'après, le relais sur le développement business est pris par notre équipe et en plus, on investit, les premiers tickets donc en fait ça décharge, d'un certain nombre de sujets qui peuvent constituer un handicap, particulièrement, pour les femmes. Donc on est assez content, voilà, d'avoir cet angle, enfin, c'était l'idée de départ, hein. Même avant de s'orienter deep tech, on était vraiment, sur quelque chose qui aurait vocation à faire émerger bah, des rôles modèles, féminins, et puis alors en deep tech, autant dire qu'il en manque pas mal donc on est ravis de pouvoir travailler sur ce projet qui a du coup un double impact, hein, puisque la deep tech va peut-être enfin, en ce qu'il s'agit de technologies disruptives, heu, va permettre certainement peut-être, certainement, je suis très optimiste, de lancer des choses qui vont avoir un impact fort, et en plus, si c'est fait par des femmes, on est content. Bah, écoute, je suis ravie que tu, nous annonces tout ça sur le podcast et en tout cas, on te souhaite, plein de belles choses dans ce nouveau projet parce qu'on voit que tu as Ouais, besoin ça fait aussi 2 ans de et demi qu'on travaille dessus, hein, donc ah bah, voilà. Mais on espère, donc ouais, ouais, c'est pas encore officiel et donc ça ouais. ça risque de sortir très rapidement, c'est ça? Voilà. Ah bah, enfin, Gé on est dessus, c'est juste qu'on attaque, la levée de fonds. Voilà, pour tout vous Génial. dire. Bon, bah, écoute, on te souhaite en tout cas plein de belles choses dans ce projet-là et on espère que justement ça aura, enfin, j'en doute pas que ça aura un impact, très positif dans cet univers-là. J'aimerais qu'on termine notre première partie justement avec, comme d'habitude, la partie conseil que je trouve quand même très important pour clôturer, pour clôturer du moins cette première partie d'échange. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Qu'est-ce que ton expérience ou même oui, je pense que c'est ton expérience ou même, voilà, qu'est-ce que tu aurais peut-être envie de savoir quand, tu as commencé, ta carrière? Quels sont, en fait, tes plus grands secrets que tu as envie de révéler sur ce podcast? Alors moi, ce que j'aurais eu envie de savoir, bah, en fait, vaut mieux ne pas savoir. Je pense que c'est, C'est ce qui t'a aidé du moins, en tout moi, cas. ne pas savoir, ouais, ça peut mettre en fait, ça peut mettre des biais, d'être trop, moi, j'écoute beaucoup ce qu'on me dit, je crois enfin, il y a pas un truc, sympa que je fais aujourd'hui qui est pas lié à une rencontre, à un échange, mais après, j'ai aussi, je pense, une grande confiance en moi, alors, qui n'est pas, enfin, c'est avec je dis ça avec beaucoup d'humilité, mais je pense que c'est ma vraie chance. Moi, j'ai grandi, avec, dans une famille où on m'a toujours, vraiment, dit que je ferais ce que je veux dans la vie, enfin, j'ai été et c'est pour ça que je crois vraiment à cette partie ressources personnelles. C'est que, moi, je pense que je sais d'où ça vient. Ça vient beaucoup de ma mère, elle sera contente que je la cite. Et voilà, j'ai eu un exemple, de détermination, de combativité, de volonté, dans des contextes pas toujours hyper simples et du coup, j'ai un peu, enfin, on n'a pas dans notre famille, on n'a pas peur, quoi. Donc, on a toujours grandi comme ça, en se disant que et en apprenant à se relever, parce qu'en fait, on tombe tout le temps et quand on le sait, bah, en fait, on n'est pas surpris et on n'est pas complètement, stoïque quand il nous arrive une difficulté. Donc moi, là, je sais, hein, que dans mon parcours, je vais encore me prendre de monumentales claques et ben, je les attends parce que en fait, c'est celles qui vont me faire, me dire que: «Ah ouais, et ben, en fait, on va réussir encore mieux» et à chaque fois qu'il y a une difficulté, moi, mon conseil, si je dois en revanche en donner un, qui va pas biaiser, quoi que ce soit, c'est, toujours faire, en fait. Arrêter de se dire, de trop penser, en fait, faut faire. On commence, ça sera pas parfait, on va pivoter, hein, dans ces termes de start-upper, basiques, mais il faut faire, faut se lancer, en fait. Le nombre de personnes que je rencontre et qui disent: «Ah oui, j'aimerais faire ça, j'aimerais». En fait, tu fais un pas, tu avances. Si tu fais pas le pas et que tu restes toute ta vie à dire: «Ah oui, je vais faire, je vais faire, je vais faire», mais tant que c'est pas parfait, tu te lances pas, en fait, tu peux pas blâmer la société, la jante masculine et le machin parce que, tu pas fait. Ça commence par soi-même, en fait et je pense que il faut se lancer.
et se dire, ce qui est encore une fois mon mon mantra: «Au pire quoi?» Enfin, il faut évaluer les risques, hein, voilà, après, chacun en plus a sa capacité à prendre des risques plus ou moins, et son appétence pour le risque plus ou moins forte, donc ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit, mais il faut faire. Il faut pas attendre que les choses soient parfaites, que, les planètes soient alignées. Elles sont jamais alignées, c'est jamais parfait, et ça ne marchera jamais comme prévu, mais ça, en général, c'est assez sympa parce que, si on est bien à l'écoute de ce qui se passe, on arrive à en faire à faire plutôt mieux. J'en suis assez convaincue mais l'échec, tout le monde l'échec, je sais même pas s'il faut vraiment l'appeler l'échec, tout le monde se le prend dans la figure. En revanche, il faut savoir le gérer et je crois que l'échec est une chance, en fait, c'est d'un bateau affligeant de dire ça, mais ça permet de s'endurcir, en fait, de se faire le cuir et si on n'est pas capable, et c'est pas grave, de passer de se remettre d'échecs professionnels ou ce qu'on pourrait analyser comme tel, et bah, c'est qu'on n'a pas cette appétence, pour, ce genre de voie et qu'en revanche, voilà, il y en a pour tout le monde, hein, des gens très heureux, salariés, il y en a, enfin moi j'en connais plein, qui ont pas du Bien tout sûr. une seconde envie de prendre des risques et parfois moi j'adorerais être ce genre de personne parce que je serais un peu moins fatiguée, mais il faut bien se connaître. Je pense qu'il faut bien, bien se connaître. Il faut se faire confiance, mais ça, malheureusement, bah, voilà, moi je vais essayer de travailler à comment, transmettre ça a posteriori parce que ça je pense que ça se joue beaucoup dans l'enfance et la jeunesse. Et puis voilà, faut être prêt à se prendre des claques, quoi. Ouais, en fait, comme tu le disais, si, en fait, je pense qu'on est tous conscients qu'à un moment donné dans sa vie et puis, sur tous les secteurs, que ce soit pro, que ce soit perso, que ce soit enfin, tout au long de sa vie, on a plus ou moins entre guillemets, comme on pourrait dire, voilà, des échecs et on sait tous qu'on en a. Et c'est vrai que des fois, je pense qu'on s'y prépare pas assez pour les attendre comme tu Bah le oui, disais, alors qu'au final, ça peut être que des points positifs et on dit souvent, bah, c'est ce qui aide aussi à faire des points à faire des points, en fait, tout simplement. Ça permet de se remettre en question, de refaire le point sur tout ça. Donc au final, attendons ces échecs. Je pense qu'il faut bah plutôt oui, le prendre comme ça, faut les attendons ces appeler, échecs. faut les Exactement, appeler. Mais en fait, si exactement. on tente rien, on va pas échouer, hein, donc je veux dire, après en revanche, quand on a échoué et qu'on finit par y arriver, bah, c'est vraiment ce truc, «À C'est vainc une sans périple, en triomphe satisfaction. sans gloire», il y a rien de plus galvanisant Mmh que mh. de finir par «réussir» entre guillemets. Après, Bien il faut sûr, aussi être capable, je crois, de définir ce que c'est, chacun pour soi, réussir sa vie. bien Parce que c'est sûr. pas la même chose pour tout le monde. Mmh Donc en mh. fait, il faut avoir dans le viseur son objectif un peu de vie, c'est-à-dire que, voilà, moi typiquement, mon objectif de vie, alors c'est facile à dire quand on est assez privilégié maintenant, c'est pas l'argent, c'est vraiment l'impact. C'est de me dire, bon, bah, je vais peut-être planter des trucs que je verrai pas germer, parce que je serai plus là et c'est long, mais c'est vraiment de me dire, «Bon, je vais essayer et d'améliorer, les choses pour les autres. Je sais pas, dans une vie antérieure, j'ai dû être vraiment maltraitée et abandonnée, mais j'ai vraiment ce truc de l'autre, très sincèrement et ça, voilà, mais en revanche, oui, pour tout ça, l'argent est un moyen, donc il faut en faire un maximum et ça, c'est pas du tout un tabou. Mais moi, le rêve de ma vie, c'est de monter une fondation, et de faire que du pro bono, pour voilà, développer, l'émancipation économique des femmes un peu partout. Enfin, voilà, si j'ai un objectif, c'est celui-ci, donc en revanche, il va falloir bien, bien bosser avant, essuyer beaucoup, beaucoup de plâtre et puis si on n'y arrive pas, c'est pas très grave. Parce qu'en fait, ce qui est très sympa aussi, c'est la quête. Je sais pas si c'était Orelsan, mais c'est grosse référence. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, une fois que les choses, vous arrivent, que bon très bien, ça on est soulagé 2 secondes, mais moi très vite après je m'ennuie. C'est ce que j'appelle le syndrome post-partiel. Le truc où on est dans la grosse montée, puis après bon bah oui, bah on a réussi, what's next quoi? Mais on le Donc voit très bien dans ton parcours. Tu es tout le temps, voilà, plein d'idées en train d'entreprendre, une fois que ça, entre guillemets, ça a été «acquis», je le mets vraiment entre guillemets, bah, oui, tu te lances c'est dans un jamais acquis. autre, tu te lances dans un autre challenge, donc on le voit très bien et j'aimerais aussi revenir rapidement sur un propos que tu as dit, dès lors de cette première réponse. C'était, le fait d'avoir confiance justement et je pense qu'on le dit pas assez et je pense aussi qu'on est un peu dans une société où on peut avoir honte de dire, entre guillemets: «Mais moi j'ai confiance en moi, moi j'ai Ah oui, non. confiance en ce que je fais», alors que c'est tellement, bah, c'est tellement important. On le dit pas pour le coup, mais En c'est fait, faut tellement être important. honnête avec soi-même, hein. Enfin, moi, parfois, je me dis: «Mais mon Dieu, la loose intégrale de ce que je viens de faire, ou de ce que je viens de» enfin et de temps en temps, et ça, mon entourage le dirait, je n'ai alors c'est pas je pense être vraiment quelqu'un d'humble, mais je connais mes forces et je connais mes Mais exact faiblesses et je trouve que et c'est en une revanche, force de le dire, bien je sûr. sais que je suis pas mauvaise du tout dans certains trucs et je sais quand j'ai bien fait et j'ai aucun problème à dire quand j'ai mal fait. Mais oui, j'ai une grande confiance en moi et ça,
Déjà, je pense que ce qui m'a aussi beaucoup aidée, parce que j'ai beaucoup navigué du coup dans des milieux extrêmement masculins, où je me suis jamais sentie malmenée. Alors oui, j'ai eu à gérer les blagounettes, de très, 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 très bas étage, voilà, mais enfin moi j'ai pas, il y a peu de gens extérieurs qui me font douter, en fait. Si je doute, c'est parce que c'est moi, enfin, j'ai un doute parce que j'ai un doute, à cause de moi. Mmh mh. Mais je suis pas déjà, je me construis pas dans le regard des autres, ça me enfin et pourtant, les autres sont enfin, je suis, totalement ambiguë. Les autres sont hyper importants pour moi. Enfin, encore une fois, tout ce que je fais, c'est lié à une rencontre, c'est lié à quelqu'un qui m'a inspirée, et qui est pas forcément toujours un grand rôle modèle et c'est d'ailleurs, jamais même. Moi j'adore les gens, j'adore rencontrer, je trouve que tout le monde est potentiellement, un enfin pas potentiellement, tout le monde a quelque chose d'intéressant, à creuser, sur lequel on peut creuser et après, plus ou moins dans mes sujets, mais, j'ai tout ce que j'ai lancé, c'est lié à une rencontre, à une personne, à un je n'ai ré on fait rien tout seul. Bien sûr. En revanche, effectivement, ce qu'on pense de moi, ce qu'on dit de moi, ce que enfin, bon, ça ne m'intéresse pas beaucoup, parce qu'il faut rester focus et si on se préoccupe trop de ça, on n'avance pas. Enfin, Bah, moi, c'est le nombre ça. de personnes qui m'ont dit quand j'ai lancé l'asso: «Ah mais l'écosystème entrepreneuriat féminin est complètement saturé, je vois pas ce que tu vas faire». Voilà, bah, là, du coup, tu as envie de dire: «Bah, watch me, tu vas voir ce que je vais faire» et puis, bah, ça marche, ça marche pas. Comme tu le En même disais, temps, au pire quoi. au C'est pire quoi, c'est en ça. fait, il y a quand même encore de gros trous dans la raquette et après c'est la définition du «ça marche» et on peut épiloguer 10 ans mais je pense être une personne extrêmement bienveillante, je suis, très critique parce que j'aime bien faire évoluer les choses donc mais enfin voilà, ça je donne que peu d'importance, en tout cas, au regard des gens, de manière générale. Parce que je pense que j'ai une bonne intuition aussi et que si tu écoutes trop, en revanche, les conseils, c'est pour ça que ta question au départ, sur, bah, est-ce que tu as reçu des conseils? Bah, oui, je prends en compte mais je m'écoute parce que j'ai confiance en moi. Donc en fait, il faut Oui, essayer de tu te fais trouver quand même ce ton propre avis. c'est ma ressource personnelle, quoi, voilà. Et je sais que c'est une chance, je sais que tout le monde l'a pas et justement, j'essaie de travailler à comment transmettre ce truc un peu impalpable ou le générer chez d'autres gens parce que je pense que ça peut se De transmettre aussi, quoi. ouais. Bah, écoute, merci beaucoup. Je pense que c'est essentiel que de rappeler tout ça et je pense qu'on le dit jamais assez, même si on peut l'entendre et cetera, mais quand on a de réels, bah, on le voit à travers ton parcours, donc je pense que c'est d'autant plus fort de l'entendre de ta part, donc je te remercie vraiment pour cet échange et ces conseils. J'aimerais du coup forcément qu'on passe à notre deuxième partie, si tu le veux bien. Donc Mmh. pour ceux qui connaissent pas le concept, on scinde l'interview en 2 parties. La première étant, beaucoup plus basée du coup sur le parcours professionnel et la deuxième étant, beaucoup plus légère, sur, ta personnalité, même si on a bien compris, la personne que tu étais. J'aimerais enfin, je sais pas si tu le sais d'ailleurs, mais est-ce que tu sais, comment est-ce qu'on te décrit justement? De la part, tu vois, d'un œil, extérieur? Comme une folle. OK, c'est-à-dire? Ça dépend qui, mais bon, je crois que de manière générale, hem, enfin, je sais pas, tu veux des adjectifs? Tu veux, Pourquoi pas, pourquoi pas? non, je pense qu'on me décrit comme une personne, très déterminée, parfois un peu dure, ça, j'en ai conscience et je travaille beaucoup là-dessus. Je pense qu'en vieillissant, je m'adoucis un peu. Ouais, je suis assez directe et franche donc en fait, ce que tu vois, c'est ce que je suis et je pense qu'en revanche, il y a un consensus sur le fait que je suis quelqu'un de très loyal et sur qui tu peux compter. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose sur ton CV que tu nous as pas révélé? Une partie de toi, voilà, qui apparaît pas en fait sur ton CV, hein? Je sais pas, une passion en dehors de tout ce que tu viens de nous dire? Alors je fais de la boxe thaï, beaucoup. OK, Et génial. évidemment, comme tout ce que je fais dans la vie, bah, voilà, j'ai décidé de passer, l'équivalent des ceintures de boxe thaï. Donc dans un mois, je m'en fais 3 à la suite et voilà, c'est ma passion, mon défouloir, si j'ai pas mes 2 cours par semaine, je suis pas la même personne. Et du coup, comment tu cales tout ça dans ton agenda? Parce que une journée, c'est 24 heures, une semaine, c'est 7 jours. Comment c'est possible? Bah, écoute, tout ce que je fais a un peu un enfin, a quand même un lien, enfin, je peux lier un peu toutes mes activités donc
J'ai pas une organisation, c'est vrai qu'on me le demande souvent ça, du mardi au mercredi, je fais Nemolab, du non, je suis très, opportunity based donc au gré de après avoir ce genre de vie, ça demande une forte capacité de discernement, c'est-à-dire Mmh mh. qu'il faut être capable de temps en temps laisser mourir un truc où tu te dis: «Bon, je sais pas trop comment ça va se passer, mais il faut que je fasse des choix». Et moi j'aime bien ces moments où en fait, on est un peu stress et il faut faire des choix et se dire et puis récupérer et puis finalement réussir à tout faire. Bien, une bonne orga, beaucoup de volonté, beaucoup d'amusement, moi je suis ravie de faire tout ce que je fais donc rien n'est une contrainte. Bien sûr. Donc ça se case et c'est Oui faisable. et je pense Les que 2. c'est aussi, important de le rappeler, et notamment, en tant que femme de dire, bah, comme tu le disais en fait, tu as besoin d'être épanouie dans ta vie pour aussi, dans ta vie perso être bien et être, dans tes «chaussures» entre guillemets, donc je pense que c'est Mmh. très, très important de le dire et bah, tout simplement, est-ce que tu aurais le mot de la fin pour clôturer cet échange? Bah, merci Chloé. Bah, génial, j'aime bien ce mot, c'est parfait. J'aime quand même beaucoup raconter ma vie donc merci de Mais on m'avoir, est là pour ça et je suis certaine que ça intéressera mais tellement de personnes et je pense que beaucoup se je sais pas si c'est retrouveront. intéressant, mais c'était un vrai plaisir en tout Ben moi cas, j'ai adoré, en tout cas ça m'a passionnée de t'écouter et donc non, je suis très contente qu'on ait pu faire cet échange. J'espère que ça t'a plu aussi et écoute, bah, merci encore merci et j'espère en tout cas te recevoir très vite sur un nouvel épisode de Ready to Talk. ah bah, j'ai encore des choses à dire, hein. Et alors, bon vendredi. Merci, merci pour cette petite référence. J'adore cette, brillant, brillant, brillant. Merci beaucoup.